L'analyse de l'information. Tendance. Bonsoir à tous, bienvenue à la rubrique Tendance. Notre invité pour commenter l'actualité ce jeudi 27 novembre est le représentant de l'ONU Femmes en Haïti, Jean-Claude Mwenda Kabissaï. Retrouvez-nous après la pause pour commenter l'actualité. Oui, c'est Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en moins, ouais. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. Oh, yeah. Allez là. 0. d'IRI numéro 2. Yeah. On fait carré pour 0 ici. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour les gratien date ça. Merci de votre fidélité à cet espace. Comme nous l'avons annoncé avant la pause, notre invité est le représentant de l'ONU Femmes en Haïti, Jean-Claude Mwenda Kabissaï. Monsieur Kabissaï, bonsoir, un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Tendance. Bonsoir madame, plaisir partagé. Depuis combien de temps êtes-vous en Haïti? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, quelles sont vos impressions du pays? Je trouve que c'est un pays à la suite du tremblement de terre qui se relève, qui fournit des efforts. Comme il est difficile de voir les changements pendant que c'est comme si tu as planté ton arbre, tu ne peux pas voir que ça pousse, il faut quitter ton endroit, aller ailleurs, revenir, vous verrez que ça pousse. Et donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Malgré les difficultés, le pays est en train d'avancer. Le pays est en train d'avancer. Vous êtes le représentant de l'ONU Femmes, une agence de l'ONU. Quel est le rôle de l'ONU Femmes? Ok, l'ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies qui s'occupe de l'égalité des genres, des droits des femmes et de l'autonomisation de femmes. Et donc, comme institution des Nations Unies, nous travaillons globalement au niveau mondial pour que tous les pays du monde puissent avoir les mêmes normes et standards en matière de droits de femmes. Et si on s'est limité simplement au niveau du monde, cela ne pourrait pas être concrétisé. C'est ainsi que nous venons en appui au pays parce que nous sommes la représentation des États membres, les États qui constituent, ce sont les États qui constituent l'ONU. Et donc nous venons en appui au pays pour que, au niveau global, ces lois et standards qui ont été définis puissent être domestiqués. Et essentiellement, pour nous, ONU Femmes, nous avons 4 thématiques d'intervention. Il y a la question de la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Il y a les questions de la participation des femmes à la prise de décision, quels que soient les secteurs. Politique, sociale, économique. Bien entendu. Il y a la question de l'autonomisation économique des femmes. Il y a la question de l'appui aux institutions publiques qui font, lorsqu'ils font des programmes de développement, de telle sorte qu'ils puissent intégrer les besoins spécifiques des femmes et le droit des femmes dedans. Sur la question de l'autonomisation des femmes, comment est-ce que l'ONU Femmes intervient dans cette thématique? Oui, plus concrètement, si je dois donner un exemple très clair en Haïti, c'est-à-dire que ici en Haïti, juste après les tremblements de terre, nous avons appuyé les femmes qui ont subi ces désastres, en même temps celles qui ont été victimes de violences, à mettre en place des activités génératrices de revenus à travers KNFP, qui a aussi un réseau des émissions de microfinances. Mais ce n'est pas l'important de la thématique pour nous. L'important de la thématique, c'est de voir comment les femmes pourraient elles-mêmes se prendre en charge, surtout en matière économique. Et maintenant, nous sommes en discussion pour voir dans notre cycle de programmation à venir
comment on peut passer des petites unités de production, des activités génératrices de revenus vers l'entrepreneuriat. Mais il n'est pas seulement question de voir comment on accorderait des petites subventions aux femmes, mais il y a tout un travail à faire dans le secteur qui va de renforcement de capacité, c'est de la formation de femmes qui tiennent des business, comment on peut faire un business plan, comment on peut étudier les marchés, identifier les besoins, comment on peut avoir une idée et transformer ça en une idée d'entreprise. Ce qui fait que dans ces cas-là, nous travaillons par exemple pour l'instant avec l'université Quisqueya à travers son centre d'entrepreneuriat et d'innovation. Nous sommes en discussion, nous n'avons pas encore commencé. Avec le ministère du Commerce et de l'Industrie également, nous sommes en discussion. Je vois que vous avez de très bons rapports avec ces entités, mais j'allais vous demander quels sont vos rapports avec les organisations de femmes qui travaillent sur le terrain en Haïti. Les organisations de femmes sont notre corps constitué, ce que nous appelons corps constitué ainsi. C'est-à-dire que c'est grâce aux organisations féminines à travers le monde que cette institution ONU Femmes a été mise en place, a été créée au sein du système des Nations Unies. Elles ont voulu ça et nous sommes l'émanation de la volonté des organisations féministes et des organisations des femmes. Ce qui fait que nous ne pouvons qu'avoir des relations très très privilégiées avec ces organisations. Relations très très privilégiées. Bien entendu, très très privilégiées parce qu'ils nous tiennent en tant qu'institution des Nations Unies, parce que nous travaillons essentiellement sur les besoins de ces organisations. Et ici en Haïti, les organisations sont très variées et donc nous travaillons dans la diversité avec ces organisations dans les cadres de notre mandat. Mais ce qui est pertinent, c'est que nous avons ce que nous appelons un groupe consultatif de la société civile qui a été mis en place, qui est un groupe qui nous conseille sur comment on aborde les questions avec les organisations féminines, qui nous donne également la température sur ce que nous faisons, les risques que nous pouvons avoir. Et donc ce groupe a été mis en place il y a une année. On a lancé des appels, les personnalités que l'on connaît, je ne veux pas citer les noms ici. Pour ne pas faire des jaloux. Pas pour ne pas faire des jaloux, mais je pense qu'il y aura un autre cadre où on parlera de ça, parce que les mandats du groupe consultatif ou les personnes qui participent au groupe consultatif, ce n'est pas à vie. Et donc c'est 2 années et puis dans 2 ans... D'abord, renouvelable, mais c'est 2 années et dans 2 ans, on va faire encore l'appel et puis il y aura de nouvelles personnes qui peuvent entrer dedans. Donc ça sera dans un processus qui permet de changement, l'alternance et ainsi de suite. Donc je ne pense pas que ça pourrait... Mais donc pour me résumer, ça voudrait dire que c'est notre partenaire, les organisations féminines et féministes, ce sont nos partenaires privilégiés. Nous sommes à leur écoute. Ils sont également à notre écoute et nous essayons d'avancer ensemble. Et les entités étatiques qui travaillent sur la question du genre en Haïti? Nous sommes une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire que ce sont des gouvernements qui constituent les Nations Unies. Et donc, par exemple, moi, avant de venir ici, les gouvernements haïtiens devaient donner son accord pour venir ici, pour que je travaille en Haïti comme représentant résident d'ONU Femmes. Donc, ce qui voudrait dire que l'une des premières choses, nous travaillons très étroitement avec les gouvernements, qui est également notre partenaire privilégié. Le privilège n'est pas exclusif, il est inclusif dans le travail que nous faisons. Et si nous voulons faire avancer peut-être les questions de loi, et que je vous ai dit qu'on travaille sur les politiques et autres, c'est avec le gouvernement que nous travaillons. Et nous travaillons également avec la société civile pour demander au gouvernement de les faire, ou à l'État de les faire. Donc nos relations sont bonnes avec le ministère de la Condition féminine, qui est notre porte d'entrée technique. Et c'est très souvent qu'on discute avec les ministres et avec les cadres du ministère, pas plus tard qu'avant-hier, où les 25, nous avons lancé la campagne au ministère. J'étais à côté de son Excellence Madame la Ministre, et donc nous avons des rapports qui sont excellents, je puis dire. En quoi consiste cette campagne que vous avez lancée il y a de cela quelques jours? Oui, c'est la campagne... D'abord, la campagne, elle est mondiale. Elle n'est pas seulement au niveau de l'Haïti. C'est la campagne, on appelle ça 16 jours d'activisme. Cette campagne, pourquoi 16 jours d'activisme? Elle commence le 25 novembre, elle finit le 10 décembre. Quand vous comptez le nombre de jours qui est entre le 25 novembre, du 25 novembre au 10 décembre, il y a essentiellement plutôt 16 jours. Et donc, le 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le 1er décembre, c'est la journée internationale des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme, vous et moi, donc le droit qui nous concerne. Et donc pendant ces 16 jours, nous menons des campagnes pour que le gouvernement respecte les droits de l'homme ou promeuve les droits des femmes, les droits des personnes vivant avec les VIH-Sida. C'est un moment où on célèbre, mais en même temps on fait l'appel à l'action. Nous faisons l'état
des avancées, d'où nous venons, quelles sont les avancées et quels sont les défis qui restent à réaliser. Et dans une ambiance conviviale, dans une ambiance non pas toujours de confrontation, mais dans une ambiance de dialogue, en célébrant cela, on arrive à montrer, à reconnaître les avancées, à dire effectivement qu'il y a des défis et qu'il faut à tout prix que nous allons vers une société sans violence. Mis à part le bilan des activités au menu de ces 16 jours d'activisme, pendant 16 jours, l'ONU Femmes se fixe quoi comme objectif? Ok. D'abord, je voudrais saluer le travail qui a été fait par l'ensemble du système des Nations Unies sous la coordination d'ONU Femmes pour préparer cette campagne. On a commencé à préparer ça depuis le mois d'août. C'est ainsi que nous avons des activités qui sont très coordonnées. Vous êtes de la presse, je pense que vous avez reçu l'agenda de l'ensemble des activités qui vous a été communiqué par vos homologues de l'information publique de la ministère. Et donc, on a fait cette question ensemble et nous avons coordonné. Mais néanmoins, je peux dire que pendant ces 16 jours d'activisme, après les lancements, nous avons des campagnes qui sont prévues dans les écoles. Parce que si nous voulons préparer l'élite de demain, c'est au niveau des écoles et des enfants d'abord que nous devons travailler. Il y a beaucoup de stéréotypes, parce que la question de violence à l'égard des femmes n'est pas seulement une question de violence d'État ou une question de violence de partenaire avec quelqu'un, mais il y a une question également qui est liée aux us et coutumes. Et donc, les stéréotypes culturels dans lesquels nous vivons. Et donc, les enfants, garçons comme filles, ont l'habitude de vivre dans un environnement où ces stéréotypes sont très marqués. Et donc, nous les avons ciblés. Il y a des campagnes de sensibilisation dans les écoles qui sont prévues. Il y a des campagnes de sensibilisation également à travers les médias. C'est que, désolé un peu, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est prévu dans l'ensemble. Mais il y a eu la cérémonie de lancement qui a marqué la pioche qui a été, disons, c'est comme si le lancement, c'est nous tous, nous coordonnons pour aller de l'avant vers cette campagne. Qu'est-ce qui est visé? Comment lutter contre les violences faites aux femmes? La pause, on revient après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de votre fidélité à la rubrique Tendance. Deuxième partie, notre invité aujourd'hui, le représentant de l'ONU Femmes en Haïti, M. Jean-Claude Mwenda Kabissayi. M. Kabissayi, aujourd'hui, la question, peut-être que vous l'avez déjà entendu, comment lutter contre les violences faites aux femmes? Campagne de sensibilisation, atelier, colloque, comment lutter contre... Il n'y a pas une solution miracle, c'est de la combinaison de plusieurs actions pour y arriver. Parce que
il y a des éléments que je peux dire qui sont du cadre législatif, par exemple. Donc, qui font qu'il faut des lois qui préviennent et qui sanctionnent ceux qui commettent des violences. Ces lois peuvent être dissuasives, pratiquement. C'est ainsi que nous appuyons les ministères, par exemple, à finaliser la loi cadre sur les violences à l'égard des femmes et à les présenter pour qu'ils soient approuvés au niveau du Parlement. Mais vous avez entendu tout récemment, et nous saluons le gouvernement dans ce sens, la promulgation de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. Ça règle une question de violence qui existait dans les cadres du droit de l'ascendance au niveau des parents. On laissait tout cela aux femmes qui prenaient tout cela en charge. Donc cette loi, lorsqu'elle est appliquée, elle permet de faire cela, de régler, de sanctionner, de lutter contre ces cas. Mais il ne suffit pas d'avoir des bonnes lois pour que les gens, ce n'est pas parce qu'on a dit que si vous tuez, on va vous tuer, que vous serez condamné à mort, qu'il n'y a pas de gens qui commettent des meurtres. Il y en a qui commettent des meurtres. Donc les lois ne sont pas toujours suffisantes pour prévenir ou pour empêcher que ces cas puissent se commettre. Et donc, il y a un travail social à faire pour que les gens s'imprègnent de cela et évitent de telle sorte que la violence, quand elle est faite, qu'elle soit marginale, qu'elle ne soit pas aujourd'hui comme nous le constatons, ou pas en Haïti ou seulement dans beaucoup de pays, et les statistiques semblent le confirmer par exemple, que les femmes sont essentiellement victimes de leurs partenaires. Et donc, quand une femme est victime de violences de son partenaire, et que vous lui demandez d'aller rester en justice pour que son partenaire soit sanctionné, sous le coup de la colère, elle peut le faire. Mais comme la loi, pour qu'elle soit dite, ça prend du temps, elle pourra se rétracter, elle pourra, parce qu'elle voit les conséquences qu'il y a au niveau social, des choses comme cela. Ce qui veut dire que cette question, comme toutes les questions de santé publique, parce qu'elle conduit à des conséquences de santé publique, vaut mieux prévenir que guérir. Et pour prévenir, il y a les actions de sensibilisation que nous menons qui rentrent dans ces cadres-là. On va revenir sur la campagne, les objectifs à atteindre, les objectifs visés. Oui, tout à fait. Je vous disais que cet objectif, le premier objectif, c'est d'abord l'éveil des consciences. Des consciences au niveau de l'ensemble de la communauté. Mais pour y arriver, nous menons des campagnes. Par exemple, vous m'avez accordé aujourd'hui cet espace. Et je pense que votre émission, qui a une bonne audience, les gens vont suivre cela. Il y en aura qui comprendront, qui retiendront une chose. C'est également un élément de campagne. Il y en a qui sont menés des campagnes de proximité à travers les campagnes et les ateliers, comme vous l'avez dit. Par exemple, demain vendredi, nous aurons une campagne au niveau des marchés des tabacs et nous lions cette question avec les vendredis, les séances de sensibilisation des vendredis qui sont organisées par la direction, la DPC que nous appelons la direction de la protection civile. Merci. Et donc, vous savez, tous les éléments, parce que le pays est vulnérable également aux risques et désastres. Et la protection civile tient chaque vendredi des sensibilisations. Donc, nous allons appuyer la direction de la protection civile pour faire ces sensibilisations. En appui technique. Une sensibilisation. Ce n'est pas un appui dans les cas, mais comme ils ont, la DPC a l'habitude de faire ces sensibilisations les vendredis, nous entrons dans son sensibilisation. On va sensibiliser les femmes des marchés des tabacs et des environs sur comment se comporter en cas de risque et désastre, mais nous lions ça également aux questions de violence à l'égard des femmes, de telle sorte que ça puisse faire un paquet. Il y a quelque chose qui est fait sur la protection civile et en même temps sur les questions des droits de femmes. Donc, nous varions les actions de sensibilisation. Il n'y a pas que seulement une seule action qui puisse marcher. Il y a, vous allez voir, et nous ne sommes pas les seuls acteurs. Il y a plusieurs acteurs qui sont là-dedans et ça fait notre joie. Ça fait votre joie. Plusieurs acteurs, donc l'ONU Femmes, la MINUSTA, les autorités étatiques. Les organisations, oui, et surtout les organisations des femmes. Elles sont très actives. Si on se mettait à inventorier tout ce qu'elles vont faire comme campagne pendant cette période, c'est d'ailleurs de loin ce que nous faisons comme campagne en tant qu'institution des Nations Unies. Parce que ce sont elles qui sont à la base. Ce sont elles qui sont avec les communautés à la base, qui les accompagnent. Donc elles font un travail remarquable. Et je voudrais saluer leur travail parce que j'ai quand même fait quelques pays avant de venir ici. J'ai fait les pays africains. Et donc, nous avons trouvé que les organisations féminines haïtiennes et féministes sont à mesure de livrer des services de base aux femmes qui sont victimes de violences et sont également à mesure de travailler pour la prévention. C'est ainsi que dans cet espace-là, nous disons qu'il faut les libérer pour faire les travaux. À vous entendre parler, on dirait que vous êtes vraiment satisfait du travail réalisé sur le terrain. Je ne peux pas être satisfait du travail parce qu'il n'y a pas
il y a encore beaucoup de violence. Mais j'ai fait remarquer qu'elles font du bon travail eu égard aux moyens qu'elles ont. Donc nous serons en tant qu'ONU Femmes, pas moi personnellement, nous serons en tant qu'ONU Femmes satisfaits le jour où nous aurons une société avec zéro violence à l'égard des femmes. Mais comme on n'a pas de société, nous vivons dans des Pour sociétés... Pour ONU Femmes, comment est-ce que vous définissez les violences faites aux femmes? Coups, blessures, propos, injures? Non, il y a tous ces éléments. Nous avons des éléments, tous ceux que vous avez cités, par exemple, injures, propos, ça rentre dans les cas de violences verbales et qui ont également... Violences physiques. Il y a des violences physiques, il y en a, comme vous dites, de coups qui peuvent conduire aux blessures. Il y a les violences sexuelles aussi qui sont là. Et il y a les violences psychologiques. Est-ce que ONU Femmes accompagne les femmes qui sont victimes de viols, par exemple? Bien entendu, nous ne le faisons pas directement, mais nous le faisons à travers les organisations féminines avec lesquelles nous travaillons sur terrain. Nous sommes une institution des Nations Unies, donc nous ne nous voyons pas que c'est à nous d'aller faire les travaux au niveau, par exemple, d'une commune, au niveau d'un quartier. Non. Par contre, nous mobilisons nos partenariats que nous mettons à la disposition des organisations féminines qui travaillent sur le terrain et qui fournissent ces services-là. Je peux vous citer, par exemple, au nord, au Cap-Haïtien, la FASDA. Je peux vous citer Femmes Décidées au sud. Et je peux vous citer des organisations SOFA, CAIFAM, qui sont des organisations qui font du bon travail et pratiquement avec lesquelles nous avons toujours développé un bon partenariat. Et elles sont au chevet, elles sont à l'ouvrage au niveau du terrain, au niveau de la base. Le message de l'ONU Femmes à l'occasion de la Journée mondiale de l'élimination des violences faites aux femmes. Les messages pour nous, d'abord, nous menons globalement une campagne où nous disons que nous soyons en orange. Pourquoi en orange? Pour éliminer la vie des femmes, pour qu'elles soient sans violence, pratiquement. Donc, pendant ces jours de campagne... Bizarrement, vous portez l'orange. Ce n'est pas bizarrement, c'est parce que nous sommes dans la campagne où nous portons orange. Donc pendant toute la campagne, vous porterez de l'orange. Malheureusement, mon garde-robe ou ma garde-robe, je sais pas, n'est pas suffisamment fournie pour avoir de l'orange chaque fois. Mais comme je suis venu ici aujourd'hui, je me suis dit, bon, ok, je peux quand même. Donc, il est important que ces messages d'orange, c'est pour éliminer. Donc, nous voulons, en tant qu'ONU Femmes, globalement, et nous nous inscrivons dans la campagne du secrétaire général des Nations Unies, de la campagne unie pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes. Nous voulons une société sans violence, une société libre de toute violence à l'égard des femmes. C'est ça les messages que nous portons. Néanmoins, nous disons que pour parvenir à cela, il y a un chemin qui a été fait. Mais ces chemins, ces avancées sont insuffisantes. Et donc, nous exhortons et les femmes, et les institutions, et nous-mêmes également, Nations Unies, de tenir bon et de pousser pour que la société soit sans violence. Et pour cela, il faut de l'action. Il ne faut pas seulement faire des campagnes. Les campagnes permettent de sensibiliser, mais il faut des actions et des actes pour agir. Ce n'est qu'on aura quand on aura une société sans violence que les potentiels total des femmes peuvent se libérer. Parce qu'il y a un lien évident entre la violence et les rendements que les femmes peuvent avoir du point de vue économique, par exemple. Vous pouvez faire pour nous le lien? Je peux prendre un exemple, je ne veux pas au niveau macro, je prends un exemple au niveau de maman qui vous vend les tomates au marché. Si cette maman a été victime, ou cette dame a été victime, ne fût-ce que de la violence verbale de la part de son partenaire avant de sortir, tout au long du trajet, elle ne pense qu'à ce qui s'est passé à la maison, comme remords. Quand elle va arriver à son marché, il y a des risques qu'elle soit distraite parce qu'elle pense à ce qui s'est passé. On peut même lui voler son commerce, c'est bien la quantité de biens qu'elle vend ces jours-là. Et donc, quand il y a ces violences qui sont récurrentes, ça a un impact sur les rendements, la production que la dame peut avoir dans les cas du commerce. Parce que cet argent qui vient du commerce, je ne pense pas que quand il finit son commerce, on peut l'avoir le soir dans un bistrot, prendre un petit verre avec les amis. Mais c'est par contre pour résoudre les problèmes de la maison, les questions des enfants à l'école, des choses comme ça. Ça a également un impact sur la participation des femmes en politique ou dans la prise de décision. Parce que si psychologiquement on vous dit que vous n'êtes un vaurien, et que même si vous avez étudié à quoi ça sert, pourquoi vous devez aller de l'avant, vous n'avez pas le potentiel réel, la confiance nécessaire en vous pour penser que si je mène ce combat, je vais arriver.
Et donc, nous plaçons la question de la lutte contre les violences à toute forme de discrimination, parce que notre mandat, en tant qu'ONU Femmes, a comme légitimité ce qu'on appelle la convention, nous l'appelons CEDEF, Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Yeah. Et ces discriminations, ce sont des violences qui sont détaillées si on les combat par l'action publique, parce que l'État, les gouvernants ont la responsabilité de les faire. Si on les combat par l'action publique, le potentiel global des femmes sera libéré. Merci M. Kabissaï de votre disponibilité. À bientôt, bon travail. Merci, je pense que vous allez encore m'inviter par exemple pendant le mois de la femme, le 8 mars, ou au mois d'avril, le 4 avril, la journée de la femme haïtienne, où chaque fois que l'occasion se présente. Vous serez toujours le bienvenu. Merci de la fin que vous m'avez accordée. Voilà. Notre invité aujourd'hui, M. Kabissaï, M. Jean-Claude Mwenda Kabissaï, représentant de l'ONU Femmes en Haïti. Merci de votre fidélité à la rubrique Tendance. Rendez-vous demain soir avec le même plaisir. Au revoir.